Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse ainsi que la fiche de lecture de la pièce de théâtre de Nathalie Sarraute intitulée Pour un oui ou pour un non. C'est parti. On va alors commencer par quelques mots concernant l'autrice. Nathalie Sarraute est une autrice du XXe siècle qui est connue notamment parce qu'elle s'érige contre les règles traditionnelles du roman, ce qui fait d'elle une autrice appartenant au nouveau roman, un mouvement littéraire qui remet en question la notion de personnage et d'intrigue. Elle prolongera son approche novatrice de la littérature dans le théâtre également, et notamment dans sa pièce Pour un oui ou pour un non, une pièce dans laquelle elle s'intéresse au non-dit, au sous-entendu, qui serait plus fort et plus significatif que le langage. Cette pièce de théâtre, publiée en 1982, met en scène 4 personnages non identifiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de prénom, il y a juste une lettre qui indique leur sexe, H veut dire homme, F veut dire femme, et un numéro pour les hommes, puisqu'ils sont plusieurs, H1, H2, H3. Cette absence d'identification précise permet à Nathalie Sarraute d'établir des archétypes, puisqu'en effet, H1 représente la bourgeoisie et H2 est plus modeste et plus sensible. Toute l'intrigue se développe autour des connotations concernant la formulation c'est bien ça, énoncée par H1, qui a vexé H2. Cela témoigne de la crise du langage que l'on retrouve de manière importante dans le théâtre du XXe siècle. Les hommes ne se comprennent plus, il y a des quiproquos, et surtout, on distingue les mots de la manière dont ils sont prononcés, et on fait très attention au ton, à la voix, aux gestes. C'est ce qui permet à H2 de voir dans le c'est bien ça une certaine condescendance, ce que le reste de la pièce confirme d'ailleurs. Cette pièce de théâtre a une dimension tragique assez notable, puisqu'en effet, une fois la dispute commencée, les deux personnages savent qu'ils ne pourront pas revenir en arrière, qu'ils ont atteint un point de non-retour. Le tragique se remarque notamment à travers les souffrances révélées par H2. Bon, il n'y a quand même pas de force supérieure qui va s'acharner puisque ce sont eux qui se condamnent à rompre leur amitié. Je cite. Entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort, oui, pour la survie. Il n'y a pas le choix. C'est toi ou moi. Nous sommes dans deux camps adverses, deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. H2 est conscient qu'il a enclenché cet engrenage tragique, même si la raison est comique et futile. Le tragique est d'autant plus fort qu'à tout moment, ils peuvent décider de stopper l'altercation et leur amitié peut reprendre. Mais le c'est bien ça cache en réalité des conflits plus profonds et indépassables. Enfin, les œuvres de Nathalie Sarraute explorent les tropismes, c'est-à-dire ce qu'elle définit elle-même comme étant les mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de la conscience. Ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons. Et c'est exactement ces tropismes qu'elle explore dans Pour un oui ou pour un non, c'est-à-dire les signes paraverbaux qui dépassent le langage et qui traduisent ce que ressent réellement quelqu'un. Passons maintenant à un bref résumé de la pièce. H1 et H2 sont en plein conflit. Ce sont de vieux amis d'enfance qui se sont un peu éloignés. H1 interroge H2 sur les raisons de son éloignement. Ce dernier finit par lui avouer qu'il a été vexé par le ton de H1 lorsqu'après avoir fait part d'une réussite quelconque, celui-ci a répondu « C'est bien ça » en insistant sur le i et en incluant une petite pause entre bien et ça. H1 répond avec beaucoup d'ironie à H2. La tension ne fait qu'augmenter entre les deux hommes parce que H1 trouve cette justification très futile. H2 a interrogé des personnes pour savoir s'ils pouvaient rompre cette amitié. Et suite à ces interrogations, H2 a subi une enquête. Et c'est lui qui a été condamné parce qu'il est, je cite, celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Et suite à cela, H1 se moque de ces démarches qui ont abouti à sa condamnation en lui reprochant de n'avoir pas employé le terme condescendant pour décrire le ton de celui-ci. H2 va faire une nouvelle demande en utilisant ce terme de condescendant auprès de voisins que sont F et H3.
À travers cette conversation, on cerne mieux la personnalité de H1. Il est riche, il possède de nombreux domaines, il voyage, et H2 ne se rend pas chez lui malgré l'insistance de H1. Il y a une incommunicabilité entre les personnages puisque H1 et H2 ne se comprennent plus. H2 pense que H1 lui tend des pièges alors qu'il fait preuve de gentillesse en lui offrant des opportunités de voyager. H1 pense que H2 était jaloux, ce que H2 nie. Pourtant, H2 essaye de se réconcilier avec H1. Je cite: Pardonne-moi. Tu vois, j'avais raison. Voilà ce que c'est de se lancer dans ces explications. On parle à tort et à travers, on se met à dire plus qu'on ne pense, mais je t'aime bien, tu sais. Je le sens très fort dans des moments comme cela. Les tensions semblent s'apaiser entre les deux hommes. Mais au moment même où la réconciliation est proche, ils se disputent de nouveau au sujet d'un verre de Verlaine. C'est d'ailleurs H2 qui réalise qu'il n'y a aucune issue positive possible entre eux. Je cite encore: Entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort. Oui, pour la survie. Il n'y a pas le choix. C'est toi ou moi. Nous sommes dans deux camps adverses, deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. H2 accuse H1 de penser sans lui dire qu'il est un raté. Ils confrontent leur mode de vie. H1 est un riche bourgeois, H2 est bien plus modeste. H1 ne comprend pas pourquoi H2 ne souhaite pas avoir un mode de vie plus luxueux. Il y a une véritable barrière entre les deux hommes, puisque H1 avoue avoir de l'appréhension aux côtés d'H2, trop instable pour lui. Et au contraire, H2 avoue de son côté se sentir étouffé chez H1 et confesse que cette sensation l'assaille même quand il est de retour chez lui. Les deux hommes ont conscience que c'est la fin de leur amitié. À quoi bon s'acharner demande H1. Alors qu'en apparence, ils ont une amitié parfaite, comme ils le rappellent, en réalité ce n'est qu'une apparence, puisqu'ils simulent une discussion fictive avec les éventuels membres du jury de leur éventuelle demande de rompre leur amitié, une discussion qui crée un effet de boucle, parce que cela peut créer de la méfiance chez les autres, leur cause étant jugée futile. Je cite: Ils peuvent rompre pour un oui ou pour un non. Cette discussion s'achève sur une question. Pour un oui ou pour un non? À laquelle H1 répond oui et H2 non, ce qui souligne leur divergence et leur caractère conflictuel. Les thématiques abordées dans cette œuvre sont les suivantes. Nous avons, pour commencer, le langage. Pour Nathalie Sarraute, il faut saisir ce qui dépasse le langage, ces infimes mouvements, gestes, tons, etc., qui en disent plus long que les mots, parce que le langage ment. Le langage dissimule les véritables pensées et les véritables intentions. Par exemple, le ton condescendant de H1 qui dit « c'est bien ça » montre son mépris et son sentiment de supériorité, typique de la bourgeoisie qu'il incarne. Si on ne s'intéressait pas à ce qui dépasse le langage, à ses tropismes, on aurait pu penser que c'était un compliment. Un autre thème abordé est l'amitié. Les deux personnages sont liés par une forte amitié de longue date, presque fraternelle. Cela d'ailleurs explique l'emploi du verbe rompre, qui appartient plutôt au registre sentimental. Cette amitié ici est si forte et si intense que sa fin ressemblerait presque à une rupture amoureuse plutôt qu'à une rupture amicale. De plus, on réalise au fur et à mesure que l'amitié forte n'en est en réalité pas vraiment une, puisque les deux personnages sont diamétralement opposés. Ils sont le portrait inversé de l'autre et ne parviennent pas à s'entendre. Enfin, la dernière thématique que nous allons aborder est celle du conflit. Le ton condescendant de H1 qui dit « c'est bien ça » n'est en réalité qu'un des éléments de discorde entre les personnages. Toute réconciliation est impossible. H2 hésite à révéler ce qui a causé son éloignement, de peur que les conséquences soient fortes, et il a eu raison, puisqu'en effet, l'engrenage tragique s'est enclenché dès qu'il a dévoilé ce qui l'avait vexé. S'ensuivent alors de nombreux conflits. On peut même se demander si les deux hommes ont déjà véritablement été amis, alors que, paradoxalement, le conflit qui les sépare semble futile et n'est pas un motif de rupture suffisant aux yeux des autres. Et pourtant, ils se disputent à de nombreuses reprises, concernant leur mode de vie opposé, concernant un verre de Verlaine, concernant le ton condescendant, etc. Et la tentative de réconciliation
et très rapidement avorter. Nous allons maintenant étudier le parcours théâtre et dispute. Les conflits sont omniprésents dans le théâtre, ce sont eux qui vont constituer l'intrigue et faire avancer l'action. Dans cette pièce, le conflit est risible, ridicule et comique, puisque tout part de 3 mots. C'est bien ça. Pourtant, ce qui compte n'est pas ces 3 mots, mais la manière dont ils sont prononcés. C'est ce qui engendre cette dispute et toutes les autres. La dispute repose alors sur les non-dits, sur les mensonges qui sont inhérents au langage, puisque H1 ne félicite pas H2. Le c'est bien ça fait penser qu'il l'approuve, mais en réalité, les mots mentent. H1 méprise H2 et ces mensonges du langage sont révélés par les tropismes, puisqu'en effet, c'est le ton qu'il emploie qui dévoile ses véritables sentiments. C'est pourquoi la pièce s'intitule Pour un oui ou pour un non. Les causes de la dispute sont risibles et comiques, sérieuses et tragiques à la fois. En apparence, le conflit est ridicule et éphémère. En réalité, c'est bien plus qu'une dispute pour un oui ou pour un non, puisque c'est un conflit qui révèle 2 caractères opposés et incompatibles. H1, le bourgeois, se moque de H2, sensible et bien plus modeste, et il est condescendant et méprisant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de nouveaux cours.